Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance pour un nouveau podcast. Je suis en compagnie de Jérémy. Comment ça va, Jérémy? Ah bah ça va nickel. Surtout avec le temps qu'on a cette semaine, on va pouvoir rouler à fond et courir, prendre du plaisir. Et toi, comment ça va? Ah ben super, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur notre invité du jour? Bien sûr, aujourd'hui on accueille un athlète ayant performé sur des courtes distances sur piste, donc sur 1500 et 3000 mètres, et maintenant il prend du plaisir sur marathon et en trail. Et en plus, cet athlète est un des rares Français à être passé sous les 4 minutes au miles. Certains l'auront peut-être deviné, c'est Guillaume Adam. Salut Guillaume, comment ça va? Bonjour Clément, bonjour Jérémy, je vais très bien, et vous? Ah super. Ouais, nickel, ça va. Bon, du coup, pour commencer, pour un peu te présenter pour tous nos auditeurs qui te connaissent pas, tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi ton histoire avec le sport et comment t'es arrivé dans l'athlétisme en particulier? Depuis que je suis tout petit, je suis fan de sport. J'ai commencé par du foot, du judo, et en fait, avec mon frère, j'ai un frère jumeau, Romain, on gagnait les crosses scolaires et c'est ce qui nous a motivés. On aimait bien l'effort du cross, et donc c'est comme ça qu'on a rejoint un club d'athlétisme à l'âge de 10 ans, en l'an 2000. Et petit à petit, moi j'ai franchi les échelons un à un pour atteindre l'équipe de France d'athlétisme à 23 ans, donc une maturité plutôt tardive, et c'est à force de persévérance, d'entraînement et de passion pour la course à pied que j'ai réussi à atteindre en quelque sorte ce rêve que j'avais depuis que j'étais tout petit. Ouais, du coup, tu peux peut-être un peu détailler qu'est-ce que ça a été tes performances et puis en particulier les épreuves sur lesquelles tu t'alignais? Alors, quand on est jeune, souvent on commence par le 1000 mètres. Je faisais 2,42 en minime. Ensuite, je passais sur le 800 mètres pendant quasiment 7 ans. J'ai eu la chance de courir avec notamment Pierre-Ambroise Boss à plusieurs reprises. J'avais un niveau, on va dire, national. Je me qualifiais en finale des championnats de France. J'avais gagné aussi quelques médailles chez les jeunes sur le 800 mètres. Donc, j'ai un record à 1,49. Et à 23 ans, je me suis dit, bah tiens, j'ai aussi des qualités d'endurance. Donc, je me suis dit, tiens, je vais monter sur la distance supérieure, sur le 1500 mètres. Et la première année, en fait, où je me suis mis sur 1500 mètres, tout de suite, j'ai eu des très bonnes perfs. J'ai couru en 3,40 et 2 ans après, j'ai descendu en 3,38, ce qui est mon record. Et donc, j'ai eu la chance de partir un an en Erasmus à Birmingham, qui a fait que j'ai pu m'entraîner comme un fou pendant un an. C'est là où j'ai le plus progressé, parce qu'en parallèle, j'étais aussi à l'INSA de Lyon, une école d'ingénieurs qui permet à ces sportifs d'étaler la scolarité en 7 ans au lieu de 5. Donc, on repart comme tout le monde avec un diplôme d'ingénieur et on a la chance d'aménager les cours pour pouvoir s'entraîner comme de manière très correcte. Et ensuite, après, là, je suis parti à Boston. J'ai couru sous les 4 minutes au mile, qui est la référence ultime outre-Atlantique. Et ça fait partie des références mythiques en course à pied, courir sous les 4 minutes au mile. Le mile, c'est 1609 mètres. Et de par son histoire, ça fait que c'est quelque chose d'assez extraordinaire outre-Atlantique. Et depuis 2018, je me suis mis sur marathon et sur trail. J'ai notamment fini premier français au marathon de New York en 2h26 en 2019. Et que j'ai aussi quelques bonnes perfs sur des trails jusqu'à 40 km. Et là, mon prochain défi au mois d'août, ce sera de courir les 100 km de l'UTMB, la course qui s'appelle la CCC. Ça va être des beaux défis parce que ouais, chaque course, finalement, tu apprends des nouvelles choses sur toi-même. Mais moi, ce qui m'anime, c'est surtout le dépassement de soi et essayer de progresser, de persévérer et de voir jusqu'où on peut aller. D'accord, de beaux résultats. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton organisation d'une semaine, par exemple, pour tes entraînements? Comment ça se passe, une semaine d'entraînement? Bah, surtout, ouais, dans ta période piste, parce que c'est vrai que c'est un domaine qu'on connaît pas du tout. On sait pas comment s'entraîne un coureur sur piste. Alors sur piste, sur 800 et 1500 mètres, en gros, quand on est à un niveau national, on s'entraîne entre 10 et 11 fois par semaine. Donc il y a des jours où on double. Souvent le matin, ça va être quand on double, c'est un petit footing le matin et puis souvent une séance plus qualitative l'après-midi. Ça peut être du travail sur piste, ça peut être du travail en nature, du travail de côte. Donc finalement, une semaine, il y a pas vraiment une semaine type, c'est quand même assez varié, c'est sur des cycles. C'est souvent des macro cycles de 3 semaines et en fait, on arrive même si ça peut être un peu routinier d'aller à l'entraînement, en fait, le fait de toucher différentes allures et différentes intensités, c'est ce qui rend aussi l'entraînement plus ludique. Oui, alors quand tu t'entraînes 10-12 fois par semaine, c'est un peu des contraintes, mais en tout cas, ça passe assez bien. Et même quand on fait du 1500 mètres ou du 800 mètres, on peut courir déjà jusqu'à entre 70 et 100 km par semaine, même un peu plus, on peut monter à 120 km par semaine. Donc ça reste des volumes qui sont quand même assez élevés. Et l'entraînement, il est assez polarisé.
Ouais, justement, d'ailleurs, par rapport à ce grand volume d'entraînement, est-ce que tu avais des techniques, des moyens, des outils pour suivre la charge de fatigue au cours de ton entraînement? Alors moi je me rappelle, j'ai eu ma première montre, c'était une Suunto Ambit 2S en 2013, ma première montre GPS. Avant je notais tout sur un carnet d'entraînement ou sur un fichier Excel. Et à cette époque, c'est il y a pas si longtemps, mais en fait il y a 10 ans c'était hyper rare d'avoir une montre GPS. Et à partir du moment où j'avais la montre GPS, effectivement j'ai pu un peu plus monitorer la charge d'entraînement. Mais même il y a 3-4 ans, c'était pas non plus hyper répandu. Je pense que maintenant c'est bien démocratisé avec Strava ou avec d'autres outils. Ouais, finalement le monitoring c'était surtout le nombre de kilomètres parcourus. Je crois que j'avais cette colonne-là tout à droite dans mon Excel. Et aujourd'hui, effectivement, avec les outils qui existent, on peut mesurer ça de manière beaucoup plus fine. Ouais, c'est vrai qu'on se rend compte que ça se développe vraiment beaucoup jusqu'à évaluer sa fatigue avec la variabilité de la fréquence cardiaque, par exemple. Maintenant, pour les athlètes de l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de techniques qu'il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, quand c'était ton époque. Bah, c'est vrai qu'en 2015, je me rappelle, c'est la première fois que j'ai entendu parler de variabilité de la fréquence cardiaque. Donc j'avais ma Suunto, j'enregistrais ça. Je crois qu'il fallait télécharger un logiciel, c'était un peu galère, je crois que j'avais jamais trop réussi. Et puis maintenant avec Elite HRV, c'est quand même assez facile de pouvoir le faire. Donc moi je sais que je fais de temps en temps la variabilité de la fréquence cardiaque depuis 2-3 ans. Ouais. Après là aujourd'hui je m'entraîne, forcément j'ai beaucoup moins de temps parce que quand on est entrepreneur, en gros c'est minimum c'est autour de 50 heures de travail par semaine. Donc là c'est un entraînement plus au feeling et encore plus à l'écoute de mes propres sensations parce que les chiffres, c'est une chose, mais après, il faut aussi écouter son ressenti. Et notamment avec le RPE, pouvoir quantifier un effort ressenti, c'est aussi un outil intéressant pour s'écouter encore plus, pour ne pas rajouter trop de contraintes, parce qu'on a déjà tous des vies souvent avec pas mal de contraintes. Et quand on est entrepreneur, c'est aussi assez prenant, c'est une aventure assez prenante. Et du coup, pour en venir à la suite, ton départ aux USA, ça s'est fait dans le cadre de tes études? J'étais déjà diplômé en fait depuis un an. En 2016, j'ai fait une année 100% d'athlétisme. Je voulais me qualifier pour les Jeux. Il fallait faire 3,36 et je suis resté à 3,38. Donc je me suis pas qualifié. Et en fait après, j'ai eu l'opportunité de partir à Boston. Et là-bas, je me suis entraîné il y avait un bon groupe d'entraînement. Et à Boston, en fait, c'est dans le nord-est des États-Unis, c'est au-dessus de New York. Il y a des hivers qui sont hyper froids. Il peut faire moins 15, moins 20. Et il y a des grosses tempêtes de neige. Pour s'entraîner, c'est quand même vraiment bien parce qu'il y a 3 salles couvertes dans un petit rayon de 5 km. Et donc les structures pour s'entraîner l'hiver, c'était même presque mieux qu'en France, même s'il fait plus froid dehors. En fait, on pouvait faire beaucoup de séances qualitatives à l'intérieur. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma meilleure saison en salle, parce que quand on fait du travail spécifique en hiver, c'est quand même cool d'avoir accès à une salle. Et les salles en France, dans la région Rhône-Alpes, il y en a juste à Lyon et en Auvergne, et à Clermont. Donc ouais, puis c'est là en fait où j'ai eu aussi envie de faire du marathon, parce que le marathon de Boston, j'avais été aussi voir le marathon de New York, c'est des belles aventures. C'est toute la ville qui est en effervescence pendant un week-end. Et quand tu vois ça, en fait, tu te dis la piste d'un côté, c'est assez confidentiel, tu t'entraînes beaucoup, les bénéfices, c'est surtout pour toi-même, parce qu'en gros, ça te rapporte rien. Et du coup, tu te dis autant te faire plaisir et pourquoi pas faire des épreuves de masse. Et je trouve que c'est plutôt cool de se retrouver avec des potes d'entraînement sur la même course, et puis de partir sur la même aventure. Après, tu les retrouves sur la ligne d'arrivée, et puis c'est des partages en fait qui sont plus simples que sur la piste. C'est ce que j'aime aussi sur du trail et sur de la route. Ouais, et puis c'est vrai qu'aux USA aussi, on se rend compte que la vision du sport est totalement différente de ce qui est en France. Enfin, t'as pu t'en rendre compte si t'as participé à des compétitions universitaires ou quoi là-bas, enfin, ou vu des compétitions universitaires. Ça doit être une ambiance totalement différente de la France. Moi, je me rappelle en fait. Donc nous, on avait accès à des compétitions universitaires qui étaient ouvertes. Et justement, pour les 4 minutes au mile, là-bas, c'est la distance mythique. Et en fait, ça représente pour tous les universitaires, c'est un peu le Graal. Parce que quand tu es à la fin de tes études, souvent tu as 22-23 ans. Et faire moins de 4 minutes au mile, c'est déjà des belles perfs en universitaire. Et donc ouais, il y avait une atmosphère qui était juste grandiose. Je me rappelle avoir couru une course où j'avais fait 3,58, et en fait, il y avait une ambiance de dingue, tout le monde tapait sur la piste, ça résonnait, un truc de fou. Et en tout cas, c'était l'un de mes plus beaux moments en athlétisme, j'avais jamais vu une telle ambiance. Et forcément, après, quand tu rentres en France, tu déchantes un peu, parce que l'athlétisme en France, c'est quand même, c'est pas la même passion, quoi. C'est plus des initiés, alors que l'athlétisme aux États-Unis, en tout cas universitaire, on sent qu'il y a quand même une plus grande passion qu'en France. Et du coup, t'es parti aux États-Unis pour courir, t'as pu faire des très belles performances là-bas.
Mais comment tu t'es retrouvé à travailler avec le MIT sur la prédiction des performances? Alors, c'était une opportunité. Il y avait un événement qui a été organisé par le club, le Boston Athletic Association, qui organise le marathon de Boston depuis 1897. C'est le plus vieux marathon au monde organisé annuellement. Et donc, j'ai rencontré là-bas un chercheur du CNRS et du MIT qui était dans un laboratoire là-bas. Et il m'a dit en fait qu'il participait à un projet de recherche sur la prédiction en course à pied. Et puis il m'a proposé de le rejoindre dans l'aventure. Donc, donc c'était une belle opportunité. Et donc après, sur cette publication, ça a débouché sur une publication scientifique dans un journal. J'ai plus le nom du journal, mais après, Thorsten, il s'est resservi du modèle en fait pour publier une étude dans Nature sur le big data. Donc peut-être qu'on va pouvoir parler plus en détail du modèle de prédiction de performance. Mais en gros, ça permet d'analyser des performances à la fois à l'échelle individuelle, donc un athlète lambda, on va dire. Et puis, ça permet également aussi de prédire des performances et d'étudier les records du monde, de voir quels sont les records les plus durs, ceux qui sont éventuellement les plus faciles à atteindre, même si un record du monde, euh, c'est quand même chaud, chaud à avoir. Mais par exemple, on se rendait compte que le record du semi-marathon, c'était celui qui était le plus atteignable. Et puis, depuis cette année, et avec les nouvelles chaussures, bah forcément, ce record est tombé de beaucoup. Et maintenant, c'est limite le record le plus inatteignable parce que forcément, on se rend compte que l'évolution des chaussures avec les Nike Vaporfly et les Nike Alphafly, que ça vient bouleverser les performances. Et c'est pas une progression naturelle, c'est de l'aide technologique, au même titre on avait les combinaisons en natation il y a quelques années qui ont depuis été retirées. Mais en tout cas, nous, on se rend compte que ça apporte une aide qui est majeure, quoi. Et du coup, tu pourrais peut-être détailler un petit peu le modèle, justement les paramètres qu'il prend en compte, et nous dire justement, est-ce que les nouvelles chaussures qui donc existent depuis maintenant, enfin un grand public, 3 ans, je crois, 4 ans, est-ce qu'on peut prendre en compte ces chaussures-là dans ce modèle? Alors, en fait, la prédiction de performance en course à pied, c'est quelque chose d'assez ancien finalement. Les premières études, c'était dans les années 20, donc 1920. Il y avait un chercheur qui s'appelle Hill qui avait modélisé des records du monde du 100 mètres, je crois, jusqu'à des épreuves un peu d'ultra, je pense au moins 100 km. Et en fait, il s'était aperçu il y avait une corrélation entre quand on trace les records du monde, on peut tracer la vitesse par rapport au temps. Et en fait, il s'était aperçu il y avait un motif il y avait un certain pattern qui faisait qu'on pouvait modéliser des records du monde. Et donc ça a été créé il y a déjà plus de 100 ans. Et donc depuis, il y a eu des modèles qui se sont perfectionnés et puis qui ont aussi évolué en fonction des performances parce que dans les années 20, les records n'étaient pas encore optimisés. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des records qui sont optimisés sur à peu près toutes les distances. Et donc, ça permet de voir encore un peu plus ces performances-là et de les prédire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour des courses entre le 800 mètres et environ, je crois que c'est jusqu'au 2000 mètres, on se rend compte que ces courses-là, si on trace la vitesse par rapport au logarithme du temps, en fait, on se rend compte on peut tracer une droite de régression linéaire. Les points sont quasiment tous alignés pour ces distances entre le 800 et le 2000 mètres, et que pour les épreuves entre le 3000 et le marathon, ces points sont également alignés. Et donc, en fait, ce qui permet pour notre modèle en fait, de trouver, je crois que c'est 4 paramètres. Donc, les 4 paramètres, c'est la vitesse à l'intersection, parce que ce point entre ces deux droites, il y a un point. Et en fait, ce point-là, il correspond entre 4 et 7 minutes pour la plupart des athlètes. Donc nous, on peut dire que ça correspond au temps de soutien de la VMA, qui est souvent entre 4 et 7 minutes suivant les individus. Et là, on peut aussi calculer la VMA en prenant ce point-là. Et donc les deux autres paramètres, ça va être l'endurance courte distance. Globalement, c'est la pente sur les courses de courte distance. Et l'endurance longue distance qui prend en compte la pente des courses plus longues en fait. Et donc ça marche bien, en tout cas pour les courses de demi-fond et de fond. Sur du sprint, ça s'appliquerait plus. Et pareil pour l'ultra, si on dépasse les 4 heures d'effort, en fait, il y a d'autres filières, il y a d'autres paramètres physiologiques qui rentrent en compte, notamment la fatigue musculaire, la fatigue neurologique. Et donc nous, en gros, ces courses-là, en dessous de 2000 mètres, surtout les courses qui sont à dominante anaérobie, et les autres à dominante aérobie. Et donc, on peut calculer ces 4 paramètres pour des coureurs qui ont des records personnels
sur des larges palettes. Et si par exemple on est uniquement un coureur de fond, si on est uniquement par exemple un runner qui fait des 10, des semis et des marathons, on peut également estimer la VMA en prenant un point fixe à 6 minutes par exemple. Et donc là on peut calculer la VMA pour tout le monde et calculer l'endurance pour tout le monde. Donc l'endurance c'est quelque chose qui est... En fait, l'endurance, c'est quelque chose. Autant la VMA, c'est un concept qui est quand même bien connu des coureurs, et l'endurance, ça l'est un peu moins. Et tout simplement, en fait, pour deux coureurs avec la même VMA, on peut faire des chronos complètement différents sur marathon. Ça peut varier de 3 heures à 4 heures quasiment. Si on a une endurance qui est excellente, on va faire 3 heures. Et si on a une endurance qui est pas terrible, pour la même VMA, on peut faire un chrono de 4 heures au marathon. La VMA et l'endurance, c'est les deux paramètres qui permettent de prédire la performance en course à pied pour des longues distances. D'accord. Et par rapport à ce modèle, est-ce que tu penses qu'il serait capable de trouver des performances suspectes? C'est-à-dire genre des performances qui auraient été faites grâce au dopage pour une personne en... Bah, c'est ce qu'on pense en fait pour le. Bon, après, c'est pas un secret de polichinelle. Les records féminins, les records du monde féminin sur 3000 mètres par exemple, c'est 8,05. C'est monstrueux. Bah, en fait, celui-ci, on se rend compte que ce point-là, il est largement au-dessus de la courbe. Et en fait, la droite, en fait, tous les points qui sont au-dessus de la droite, c'est des performances qui sont suroptimisées. Ça veut pas dire qu'il y a dopage, mais en tout cas, quand on se retrouve avec un point qui est nettement au-dessus de la courbe, on se dit, bah, ouais, il y a un souci. Donc, ouais, par exemple, le 3000 mètres, c'était flagrant. Là, le semi-marathon aussi, homme, c'est flagrant. Mais après, ça peut venir aussi des chaussures. Donc, bon, après, ça peut être aussi une manière de masquer le dopage. Mais en tout cas, c'est des performances qui sont au-dessus de la normale. Après, il faut trouver la raison pour laquelle. Mais en tout cas, aussi à l'échelle individuelle, moi, je sais que sur toutes mes performances en course à pied, j'ai le 5000 et le semi-marathon qui sont des performances pas tout à fait à la hauteur de mon niveau. Et ben là, on se rend bien compte en fait que ces deux points-là sont en dessous de la courbe. Et au contraire, mes performances les meilleures, c'est notamment sur 1500 mètres et 3000. Et ces points-là sont au-dessus de la droite. Donc ça marche à l'échelle individuelle et ça marche aussi à l'échelle des records du monde. Ouais, du coup, juste pour un exemple, dans ton cas, par exemple, par rapport à tes chronos, donc sur 1500 mètres qui sont d'un très beau niveau français, qu'est-ce que ça te dirait que tu pourrais optimiser sur marathon? Je l'ai pas en tête. Moi, j'ai fait 2h26. Je crois que ce serait un peu mieux. Ça pourrait être 2h22, mais en fait, il faudrait aussi que j'améliore mon record sur semi-marathon parce que vu que mon record sur semi-marathon il n'est pas optimisé, bah, ça va venir en quelque sorte, ouais, ça va biaiser la droite et ce sera pas la pente. Enfin, la pente va être plus basse, enfin, va emmener plus bas et donc du coup, forcément, ça va me mettre un chrono autour de 2h22. Alors que si j'améliore déjà mon chrono sur semi-marathon, je pense que je pourrais faire moins de 2h20 sans trop de problème. Et après aussi une des limites du modèle, donc c'est faut avoir des performances sur plusieurs distances et si possible les avoir optimisées. Et une des limites, c'est aussi faudrait avoir des performances réalisées dans un même état de forme, dans un même état d'entraînement. Quand je m'entraînais beaucoup, bah forcément c'était des performances qui étaient hyper optimisées. Et là, vu que je m'entraînais un peu moins, et ben sur le marathon, ça va être plus dur d'atteindre mon plein potentiel sur la distance. Donc faut prendre en compte aussi des performances qui qui reflètent le niveau actuel de la personne. Vraiment, enfin, tout un panel de distances, ça fiabilise vraiment le modèle, je pense par rapport c'est le calcul de Jack Daniel, je crois, qui prend une seule distance enfin, un seul résultat sur une distance pour déterminer les autres allures sur les autres courses. Oui, ça n'a pas de sens. Oui, ça fait partie des modèles. En fait, ça va marcher si tu as une endurance moyenne, mais si tu es un peu en dehors de cette moyenne, ça va peut-être marcher pour 10% des gens. Mais d'ailleurs, en fait, Jack Daniels, lui, quand il s'est servi de son modèle, enfin, quand il a créé son modèle, c'était un excellent entraîneur universitaire. Et en fait, on se rend compte que l'endurance, elle est déjà. Les Américains, ils font beaucoup de bornes, beaucoup de tempo, et en fait, souvent, leur endurance est déjà bien optimisée. Et donc, quand on est coureur européen, souvent, les prédictions de performance sont vraiment trop hautes par rapport à ce qu'on peut faire. Et notamment, le score du VDOT. Donc, il y a une équivalence de VO2 max. Et ça, c'est pareil, l'équivalence de VO2 max, ça prend pas en compte l'économie de course. Et donc, c'est plus précis pour la prédiction de performance en course à pied de prendre la VMA, qui est la résultante du VO2 max et de l'économie de course. Et ça, c'est vachement plus intéressant que le VDOT, qui est ultra utilisé outre-Atlantique. La VMA, ils connaissent pas outre-Atlantique, mais c'est des
Ouais, c'est des paramètres des modèles où la VMA, en fait, ça devrait être plus connu aux US parce que si on prend Eliud Kipchoge ou Lance Armstrong, ils ont plus ou moins la même VO2 max, mais ils n'ont pas du tout la même VMA parce que l'économie de course est vachement optimisée pour Eliud Kipchoge, alors que Lance Armstrong, vu que c'est un cycliste, son économie de course, elle est beaucoup moins bonne. Et quand on prend juste le VDOT ou le VO2 max, bah, il manque quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que la VMA, c'est plus précis. Ouais. Et du coup, tu viens de parler aux États-Unis qui utilisaient beaucoup de tempo. Et j'ai l'impression que nous, en France, on est beaucoup plus porté sur les très hautes intensités avec de l'entraînement polarisé. Et du coup, qu'aux États-Unis, c'est plus du tempo. Et c'est quelque chose que tu as pu comparer entre les deux pays. Que j'ai pu voir, en fait, c'est les entraînements, souvent, ils sont un peu plus variés. Souvent, en France, on a tendance à faire je sais pas, la séance VMA, ça va être 15 x 400 ou 12 x 400. Donc, ça va être à une seule allure. Et eux, ce qu'ils aiment bien faire, c'est commencer par un 3000, un 3000 au tempo. Donc, souvent, ça va être 3,5, 3,10 au kilo, quelque chose d'assez facile. Et après, on peut partir sur 8 x 1000 sur la piste. Et après, même finir sur 4 x 200 mètres rapide, récup 30 secondes. Et en fait, du coup, sur la même séance, on va balayer du tempo, on va balayer des allures speedy kilomètres et on va balayer presque du lactique, en fait, ouais, au-dessus de la VMA. Donc, je trouve que s'il y a quelque chose à retenir de la méthode US, parce qu'il n'y a pas que du bon, hein, mais sur moi, ce que j'ai essayé de refaire un peu plus en rentrant, bah, c'est cette partie-là, en fait, de mixer les allures au sein d'une même séance. Ouais, d'accord, c'est intéressant. Ouais, et du coup, tu en as parlé tout à l'heure, maintenant tu es entrepreneur, donc avec ton frère, vous avez développé Run Motion Coach, l'application d'entraînement. Tu peux nous dire un peu c'est quoi l'idée de départ qui vous a fait partir là-dessus? L'idée, c'est on partageait le constat qu'on avait de plus en plus de proches qui demandaient des conseils. Donc moi, j'avais un ami, par exemple, qui voulait courir sous les 3 heures au marathon. Romain, il avait des collègues qui pouvaient leur demander tiens, je veux faire mon premier trail, comment est-ce que je fais pour progresser et puis être prêt pour ce trail-là. Et en fait, on donnait des petits conseils comme ça assez proches. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des similitudes sur les profils et on s'est dit, bah, ouais, ben, en fait, ils ont besoin d'un plan d'entraînement sur mesure, ils ont besoin aussi de motivation. Et on va donc proposer une application de coaching pour les accompagner dans leur pratique. C'est comme ça qu'on a eu l'idée il y a un petit peu plus de 3 ans. Et l'application est disponible sur les stores depuis 2 ans et demi. On a aujourd'hui 150 000 utilisateurs de l'application. Et ça permet à chacun, en fait, quand on arrive sur l'application, on a une discussion avec le coach pour savoir, c'est une discussion automatisée, où en fait, ça nous permet de savoir quel est le profil de la personne, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On demande ensuite son objectif. On prend aussi en compte du coup ses chronos passés avec le modèle de prédiction de performance pour calculer sa VMA et son endurance. Il rentre ses objectifs, il peut nous dire chaque semaine, tiens, cette semaine j'ai envie de m'entraîner 5 fois, la semaine prochaine je suis moins dispo, je vais pouvoir m'entraîner que 3 fois. En fait, c'est un plan d'entraînement adaptatif en fonction des contraintes de la personne. Si elle a accès à la montagne, par exemple, et elle prépare du trail, elle aura des séances plus typées montagne. Et donc, on vient optimiser la préparation des coureurs, quel que soit le niveau. On a des coureurs qui sont débutants, on a des coureurs jusqu'à un niveau régional pour certains. Et donc, on arrive à toucher une bonne palette de coureurs. Et ce qu'on aime, en fait, c'est permettre à chacun de progresser, quel que soit son niveau, et aussi de donner des conseils un peu en nutrition et d'avoir une approche un peu holistique de la course à pied. Ouais, d'accord, c'est vrai que je l'ai téléchargé l'application et je trouve ça vraiment intéressant, notamment pour les personnes qui sont pas issues du milieu du sport, qui connaissent pas vraiment le fonctionnement de leur corps, les séances, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment permettre de mieux comprendre comment ça marche. Ouais, et puis en fait, aussi dans les clubs, souvent, il y a un plan d'entraînement pour tout le monde. Faut préparer les mêmes objectifs. Et en fait, ouais, nous, on est convaincus que l'hyper-personnalisation, c'est ce sur quoi il faut aller pour le coaching. En STAPS, on apprend ça. J'ai fait une année en STAPS pour avoir un diplôme de coach, donc, donc je vois aussi un peu ce que c'est. Et c'est vrai que chaque athlète a ses propres contraintes et il faut essayer c'est plutôt au coach de s'adapter à la vie de l'athlète plutôt que l'inverse, en tout cas quand on n'est pas dans une optique de très haut niveau. La plupart des coureurs s'entraînent pour se faire plaisir, pour progresser aussi. Et il ne faut pas que la course à pied, ça soit. Enfin, nous, on aime bien dire que la course à pied, c'est la plus importante des choses secondaires. Il ne faut pas que ça vienne empiéter sur tout le reste, quoi. Ouais, il faut que ça reste un plaisir avant tout. Du coup, on recommande à tous ceux qui nous écoutent d'utiliser ton application Run Motion Coach. Et du coup, pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes futurs objectifs sportifs et professionnels?
pour la suite? Sur les objectifs, j'en ai un qui aura lieu le 3 mars, le 3 avril. Ce sera c'est un projet qui a été lancé par une entreprise, enfin par une start-up de Grenoble, qui est un laboratoire ambulant. Donc en fait, ils font des tests VO2 max, des tests de lactate sur le terrain. Et donc ils ont créé le projet, le Endless Project, le projet sans fin. Et le but, c'est de partir sur les bases du record du monde du 100 km. Donc c'est 3,41 au kilomètre, c'est un peu plus de 16 km/h. Et là, le but, ça va être de tenir le plus longtemps possible et avec des mesures scientifiques. Donc on a passé un test VO2 max la semaine dernière. Et le but, c'est de mesurer quels sont les facteurs limitants pour ce 100 km. Enfin, moi, je vais essayer d'aller jusqu'au marathon ou aux 50 km. Et en tout cas, ouais, ça va être un premier défi assez challengeant pour le début du printemps. Et après, on verra en fonction des courses parce que ça a l'air d'être un peu mal embarqué pour le début de saison, enfin en tout cas jusqu'à l'été. Et sinon, il y a la CCC qui est prévue fin août. Et là, on espère que ça aura lieu. Donc CCC, c'est 100 km. C'est la première fois que je vais faire un trail aussi long. Il y a un peu plus de 6000 de D+. Et d'un point de vue professionnel. Et après, d'un point de vue professionnel, continuer le développement de Road Motion Coach. On a plein de. Il y a une nouvelle version qui devra sortir peut-être à l'été. Donc, ouais, on essaye à chaque fois de faire évoluer l'application en fonction des retours des utilisateurs. C'est comme ça qu'on arrive à progresser nous aussi et on essaye de les prendre en compte le plus possible dans nos développements. On va surveiller ça de près, du coup, que ce soit tes objectifs sportifs et professionnels avec ton application. Bon, on te remercie pour cet entretien, de nous avoir donné un peu de ton temps. Et merci à vous. Et puis, vous, c'est quoi vos prochains objectifs? Alors là, comme tu l'as dit, avec les compétitions, c'est un peu compliqué, on va dire. Mais sinon, essayer de faire. Moi, personnellement, je fais de l'aviron. Et du coup, essayer de faire des compétitions en aviron quand ça sera possible de nouveau, quoi. Et après, au niveau professionnel, obtenir notre. Je pense que clairement, c'est la même chose, c'est obtenir notre Master 2 cette année en STAPS. Ouais, avec la meilleure mention possible. Exactement. Moi, sportivement, je suis inscrit sur le 35 km de l'Ardenne Megatrail. Donc, c'est avec quasi 2000 mètres de dénivelé. Après, on verra bien. L'année dernière, ça a été annulé. J'espère que cette année, ça pourra avoir lieu. Normalement, en juin, ça devrait bien se dérouler. Eh ben super, je croise les doigts pour vos objectifs sportifs et académiques. Soyez forts. Merci. Ouais, bon, allez, salut. Merci, à bientôt. Merci. Allez, salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.